Ça se connecte. C'est bon. Tu me dis que c'est bon. Ouais, c'est parti. Alors, l'idée, tout en vous exposant en fait cette démarche, puisqu'on est en train de démarrer ensemble sur une semaine de cohésion d'équipe, je vais donc vous expliquer un petit peu les grands principes. On va avoir trois choses. D'abord, 5 piliers sur lesquels repose en fait cette dynamique d'équipe. Ensuite, on parlera d'axes d'accompagnement et de changement. Par quel processus en fait en permanence on va revenir pour faire face à des situations quelles qu'elles soient en fait, pour les aider, pour aider une personne ou un groupe de personnes à évoluer. Et puis après, je terminerai par la partie beaucoup plus opérationnelle. Donc concrètement, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. D'accord? En tout cas, pour les 3 premiers jours, pardon, puisque en fait, vous aurez fait le tour de la démarche cohésion d'ici mercredi midi. Alors, pendant ce temps-là, j'accueille quelques personnes, puisque j'ai des amis qui m'ont demandé d'enregistrer, enfin, qui étaient intéressés par le fait d'enregistrer la première partie. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a mon téléphone qui tourne, mais c'est parce qu'il y a des personnes qui nous suivent en direct, parce qu'ils sont intéressés éventuellement à cette démarche. Donc les principes de développement individuel et collectif, donc 5 piliers sur lesquels en fait tout repose, ce sont donc des grands principes. Je vais faire donc des parallèles avec la PNL et avec d'autres approches éventuelles pendant mon propos. Alors la première chose qu'on va faire quand on aborde la notion de cohésion d'équipe, eh bien, c'est de réunir des personnes qui sont intéressées par cette démarche. Donc on va définir un groupe de personnes. Ça peut être, alors ça marcherait même avec une personne d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est quand on fait un travail sur les valeurs. Mais là l'idée c'est de l'appliquer à un groupe. Donc un groupe ça commence avec 2 personnes ou beaucoup plus. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un service, ça peut être toute une équipe de direction, ça peut être même 2 entreprises qui vont à un moment donné décider d'avancer ensemble. Ça peut être n'importe quelle situation et surtout, notamment, des situations qui sont parfois en conflit. Parce qu'en fait, vous allez voir que le principe de cohésion d'équipe, c'est un super processus pour faire de la médiation, en fait. C'est-à-dire réunir des personnes, une ou plusieurs personnes qui seraient un peu en opposition. J'ai travaillé dans le monde social, j'ai travaillé dans le monde universitaire, j'ai travaillé pour des écoles, j'ai travaillé pour des industries, j'ai travaillé pour toutes sortes d'entreprises. Et à chaque fois, ce sont les mêmes grands principes. Donc l'idée, c'est de réunir les personnes et faire ça un travail. Alors je vais représenter un cercle. Pourquoi? Parce que ce premier travail, c'est un travail on pourrait dire, d'identification de ce qui anime vraiment les gens. On va clarifier ça. C'est un peu comme si vous étiez avec un nouveau partenaire, que ce soit pour être engagé dans une entreprise. L'idée, c'est d'aller travailler sur les valeurs. Les valeurs qui nous rassemblent. C'est un des piliers les plus importants parce que c'est ce qui va générer le plus, soit de la croissance et du développement, c'est-à-dire de l'intelligence mise au service de la croissance, soit des frustrations et donc du coup des bonnes raisons de se séparer. Vous voyez que très souvent on se rassemble sur des valeurs, mais on se sépare aussi sur des valeurs. C'est que dans les couples, il y a 2 choses qui font la plupart des séparations, c'est les ancrages négatifs, association d'états émotionnels négatifs à une situation qui se répète, et par différence, ce qui va arriver derrière, c'est la deuxième chose, c'est une divergence des valeurs. Donc on se rassemble sur des valeurs, mais on se sépare aussi sur des valeurs. Et c'est pour ça que ça nous semble très important de revenir sur ces valeurs. Moi, au départ de cette démarche, j'ai beaucoup travaillé pour l'accompagnement de projets qualité. C'était dans les années 2000, on parlait de qualité en 90, 92 déjà, on faisait ça. Donc c'était 10 ans avant, c'est pas en 2000, c'est en 92. On accompagnait des équipes sur les stratégies qualité ISO 9001, 9002, etc. Et donc, au départ, on avait ce travail sur ce projet, on va le voir ensemble, mais ce qui manquait beaucoup pour moi dans ces démarches d'accompagnement qui étaient de fait très centrées sur les processus, c'est la dynamique humaine. C'est l'humanisation de ces démarches de progrès, en fait. Et c'est pour ça que les valeurs, pour moi, ont pris un sens très très important, notamment parce qu'en parallèle à ça, moi j'ai fait beaucoup en formation à l'époque en PNL, et cette question du sens qu'on donne à ce pourquoi nous faisons les choses, c'est évidemment énormément éveillé pendant ces années, et c'est pour ça que je l'ai réintroduit dans le cadre des démarches collectives. Donc premier point important, le travail sur les valeurs, on va y revenir. On parlera des valeurs d'origine, ce qui m'a amené à faire par exemple le choix du métier que je fais, si je suis dans une organisation. On parlera des valeurs qui nous ont plutôt rassemblés depuis qu'on est ensemble, même s'il y a eu des moments de tension. Et au contraire, on verra même que ces moments de tension sont des révélateurs de valeurs importantes. Puisque soit on va être dans la frustration, ça veut dire des valeurs non satisfaites, soit on va être dans des satisfactions, c'est-à-dire des valeurs satisfaites. Vous me suivez toujours? Et puis enfin, on ira voir à travers tout ça, une fois qu'on a mis le doigt sur les valeurs qui nous animent, eh bien, on verra qu'il y a quand même des points, parfois, sur lesquels on n'est pas complètement nourri. Pourquoi?
Parce qu'on se dit, si on est en phase de progression, ça vaut le coup de se dire, au fond, quelles sont les valeurs qu'on a besoin de renforcer encore. Ça va? Donc on parle là de ces 3 étapes concernant les valeurs. Pour finir sur les valeurs, sachez que c'est ce qui va donner de la joie de vivre, du bien-être, puisque votre niveau de qualité de vie est directement proportionnel, évidemment, à la satisfaction des valeurs que vous avez. Si votre truc, c'est, je sais pas moi, de peindre, ben c'est parce que vous êtes dans votre truc, en fait, que vous allez grandir. Vous me suivez là-dessus? Si votre truc, c'est de garder les chèvres sur les plateaux du Larzac, ben c'est en le faisant. Si votre truc, c'est de créer des entreprises, c'est de bâtir des familles, avoir des enfants, enfin, une famille, avoir des enfants, etc. Plus vous êtes plus vous nourrissez votre essence, en fait, plus vous avez un potentiel de dingue qui va s'ouvrir. Et pour ça, vous avez besoin d'un environnement qui soit en phase avec ça. Et malheureusement, ce n'est pas une question qu'on a beaucoup privilégiée dans notre système éducatif. En général, les informations viennent plutôt de l'extérieur. On passer peu de temps à écouter ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui fait que même si parfois on a évolué par passion dans un domaine, dans un autre, ben il arrive que parfois on n'est pas à sa place, ou parfois on l'a été, mais comme les valeurs évoluent, parce qu'on a fait un peu le tour, eh bien ces valeurs sont plus autant nourries, et donc du coup on commence à se dire, bon, c'est plus aussi motivant qu'avant, j'ai un peu fait le tour, j'aimerais bien faire autre chose, etc. Et un être humain est par définition en croissance, ce qui veut dire que le système de valeurs, même s'il y a des valeurs fondamentales qui sont toujours les mêmes, mais le système de valeurs, lui, va évoluer aussi. Et vous le sentez tous quand vous regardez votre vie, que vous êtes un peu en transition de vie, principalement, probablement, parce qu'il y a soit de nouvelles valeurs qui ont émergé, soit en tout cas le terrain qui n'aurait plus complètement votre système de valeurs. Ça va? Alors une fois qu'on sait ce qui va être important pour soi, ou collectivement ensemble, eh bien on va avoir une deuxième grande étape, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Et là, le deuxième principe que nous avons, important, c'est celui d'orienter notre attention, notre focus sur des priorités communes. C'est au fond d'avoir un projet. Pas tout d'avoir des valeurs. Si vous avez des valeurs mais pas de projet, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer en mode confort, passif. Par contre, si vous avez des valeurs et un projet qui est derrière, là, ça va accentuer votre motivation. Pourquoi? Parce que vous avez une vision, une ambition en lien avec ces valeurs. Et là, vous allez voir, ça va être un moteur très très puissant qui va donner du sens à l'action, à la motivation. Par exemple, le fait que vous soyez ici répond à ce principe. Vous ne seriez pas ici si la thématique ne répondait pas à des aspirations que vous avez en ce moment, plus ou moins claires. Mais s'il n'y avait pas eu un lieu, un objectif, un endroit précis pour venir, vous ne seriez pas venu ici. Donc il a fallu un objectif. Okay? Et puis cet objectif, il va entraîner un autre, puis un autre, puis un autre, et ça ne sera jamais terminé. On sera toujours orienté vers l'objectif. Alors quand on parle d'équipe, nous, on va parler d'objectifs partagés. C'est bien d'avoir des objectifs individuels, mais on va voir aussi que c'est très porteur d'avoir des objectifs partagés. Au début, quand on vit seul, c'est bien. Ensuite, on décide de vivre avec quelqu'un d'autre. Du coup, on a des valeurs qu'on partage et un projet qu'on partage. Quand on rentre dans une organisation, eh bien, on a aussi un collectif autour de nous. Et donc, l'idée, ça va être d'aligner, en fait, d'ajuster, en quelque sorte, cet objectif. Si on ne le fait pas, le problème, c'est que s'il n'y a pas cette réunification des objectifs communs, et du coup, chacun risque de partir en objectifs partagés. Et là, vous allez voir, ça part dans tous les sens. Et nous, ce qu'on veut, c'est rassembler les personnes. Alors, comment on va faire ça? On y rentrera plus précisément après dans cette notion. Retenez qu'ici, on va parler d'orientation. Où est-ce qu'on va ensemble? D'accord? Et pour ça, on va définir, vous allez voir, un périmètre autour de soi, c'est-à-dire un environnement qui va consister à définir pour qui nous existons, nous, l'équipe, là, pour qui nous existons, et au fond, à quoi on veut répondre en termes de priorité vis-à-vis des personnes pour lesquelles. C'est pour savoir si vous suivez. Si j'ai une orientation, d'accord, en tant qu'entreprise, l'entreprise existe pour qui selon vous? Si je vous pose la question comme ça. Une entreprise existe pour qui? Pour des clients, ouais. Pour qui encore? Qui peut avoir des attentes à l'égard d'une entreprise donnée? Demain, par exemple, quand vous aurez vos propres entreprises, qui va avoir des attentes? Alors on a dit, le client. Qui d'autre? Les salariés. Des salariés, si vous en avez, ils peuvent avoir des attentes. Oui ou non? Le boss, les actionnaires. Alors, le boss, il fait partie de l'entreprise, mais effectivement, il a des attentes. Mais on a aussi des... Oui, par exemple, des fournisseurs, on peut avoir des actionnaires, on peut avoir un certain nombre de choses. D'accord? Et donc, vous allez voir que déjà, clarifier celui ou ceux pour qui nous existons, c'est déjà, ça vaut le coup. Et ensuite, on va les clarifier, ce à quoi nous voulons répondre vis-à-vis de ces différentes personnes. Et c'est ça qui va définir l'orientation. Vous comprenez? Le focus. Où est-ce qu'on va ensemble? Qu'est-ce qu'on veut privilégier ensemble? Ça marche? Et vous verrez beaucoup de conflits,
qui est lié au fait qu'on a des priorités qui sont différentes. On n'est pas arrivé encore à se rassembler sur des priorités. Et donc, du coup, on a du mal, on va le voir après, à agir. Ça marche? Pour l'associer et l'ancrer en vous, le 1, c'est le top. Vous voyez, j'associe au pouce. Quand vous êtes top, ça c'est bon pour moi. D'accord? Vous verrez, quand les gens répondent, ils sont dans un environnement qui répond à leurs valeurs, ils vous diront ça c'est top, cette personne elle est top, ce projet il est top, cette activité elle est top. Pourquoi? Parce que c'est en train de répondre à ça. La deuxième chose qu'on va utiliser, c'est l'index. L'index, c'est la direction. C'est le doigt que vous utilisez pour mobiliser sur un sens, une direction. D'accord? C'est la deuxième chose dont on a besoin. Là, on parlera de sens en termes d'aspiration. Là, on parlera de sens en termes d'orientation. Et on a besoin des deux. Et c'est ça qui va nous permettre ensuite, dans notre organisation, d'optimiser l'organisation. C'est-à-dire qu'une organisation, c'est quoi? C'est une entreprise faite d'un certain nombre de départements, d'organes. Okay, il peut y avoir un organe commercial, production, marketing, je sais pas moi, recherche et développement, gestion, etc. Ça va? Vous suivez toujours? Et dans cette organisation, vous voyez, je fais des traits comme ça représente un peu différents services, on pourrait dire. C'est le cadre. Hein. On a des cadres d'ailleurs en haut. Les cadres, c'est quoi? C'est des managers qui ont la charge, la responsabilité d'un département. Vous voyez, la thématique que je fais là derrière, c'est le carré. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est des personnes qui vont gérer un cadre donné. D'accord? Mais pour que ce cadre donné soit bien géré, on aura besoin de valeurs et d'orientation. Et du coup, c'est là qu'on va parler de moyens. C'est-à-dire, comment on fait, en fait, pour répondre à ces priorités. Et donc, là, on va redescendre. Donc, qu'est-ce qui existe déjà? Quels sont les process, en quelque sorte, qui fonctionnent? Vous voyez, on est complètement dans de la mécanisation, dans l'automatisation, dans des process. Quels sont ces process qui fonctionnent et comment on peut les améliorer? Donc, la première chose, ça va être de reconnaître qui fonctionne et de l'améliorer. C'est là qu'on va parler de Kaizen, d'amélioration constante. D'accord? Et là, on est centré sur l'organisation. Et l'organisation, ça sert à quoi? Au final, à être efficace et performant. C'est ça qui va développer de la performance. Donc des résultats. Les résultats sont ici. C'est les résultats qu'on obtiendra et qui répondent à nos valeurs. Voilà. Mais voilà, ce qu'on veut ici, c'est d'être efficace ou efficient. Voilà. Donc on est complètement dans de la stratégie. La stratégie, elle commence par le positionnement, soit à quoi je dis oui, soit à quoi je dis non. Qu'est-ce que je définis comme moyen, comme possibilité? Par exemple, quand vous avez un projet, à un moment donné, vous dites, bon ben voilà, quel temps j'ai investi, quel argent j'ai investi, quels moyens j'ai investi, en fonction de là où j'en suis. D'accord? Et puis après, une fois que vous avez travaillé sur ce positionnement intérieur, eh bien vous travaillez sur l'organisation, c'est-à-dire c'est du process. Qu'est-ce qu'on va faire, quand on va le faire, comment on va le faire, ça c'est de la stratégie. Mais vous voyez, on est dans un modèle très organisationnel. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'humanisation là-dedans. Si on le pousse à l'extrême, on va trouver tout ce qui a, pendant un certain temps, d'ailleurs dans nos industries, beaucoup fonctionné, c'est le taylorisme. C'est-à-dire qu'on découpe tout le process et puis on fait faire des gens, et donc les gens sont un peu comme des robots. C'est ce qui a d'ailleurs marqué beaucoup les 30 Glorieuses, hein, où on a optimisé à fond jusqu'à mécaniser complètement le truc par la robotisation. Et à un moment donné, on a décidé d'arrêter la robotisation. Vous savez pourquoi? Alors, non seulement, un robot, il n'a pas besoin de sens. Hein. Tu lui donnes un truc, ça marche. Mais il se passe un truc quand même. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a réduit la robotisation? Parce qu'à un moment donné, les entreprises se sont dit, ça coûte moins cher d'avoir des robots. C'est pour ça qu'on a fabriqué à outrance des robots. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le monde industriel, par exemple, monde automobile. Et si vous avez déjà vu une chaîne de montage, c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de robots. Il y a des années, c'était des automatisations de robots, vous voyez. Et à un moment donné, on a démonté ça. Pourquoi? Vous avez une idée? Parce que s'il y a une petite faute quelque part, tout le système... Alors il est vrai qu'effectivement le processus, alors même s'il y avait des opérateurs qui corrigeaient un petit peu, mais effectivement, si à un moment donné il y a un maillon qui casse, et ben du coup le maillon plus faible fait la qualité de la chaîne en gros. Alors ça c'est un des aspects. Il y en a un autre qui est très important, c'est que d'abord faire de la robotisation ça coûte très cher. Pourquoi? Parce qu'il faut des techniciens qui étudient, qui vont mettre en place un système, et une fois que le système est en place, c'est bien, c'est super, on fait de la qualité, mais après il faut mobiliser les gens à faire respecter ce système. D'accord? C'est comme ça que la qualité est sortie, puisqu'on mettait en place des processus ISO, c'est-à-dire des normes qui permettent de garantir la qualité. Donc on a besoin de ça. C'est comme si vous êtes dans le sport, vous faites travailler un éducatif pour faire évoluer. Sauf que dans les entreprises,
quand il y a eu un excès de robotisation, on s'est rendu compte que ça coûtait très cher, non seulement de maintenir la qualité, par contre, pour la faire évoluer, c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'il nous manquait une autre dimension qu'on va voir aujourd'hui et sur laquelle, à mon avis, on est encore au début, mais c'est ce qui va faire, à mon avis, la décennie qui arrive. Hein, c'est le développement ici du potentiel des gens. De quoi on parle quand on parle de potentiel? Le potentiel, c'est plus axé sur le geste, mais c'est axé sur l'émotion qui sous-tend le geste. Alors en PNL, on sait faire ça. On travaille sur les ressources pour améliorer les comportements. Vous connaissez ça. Et nous, ce qu'on veut ici, dans les organisations, c'est valoriser ce potentiel. Et j'ai bien dit valoriser le potentiel. Ça veut dire que, autant ici, on était axé sur des moyens, ici, on va être axé sur des ressources. Les ressources, elles sont notamment ce qu'on va appeler des ressources humaines. C'est-à-dire que la richesse de ces ressources, elle va se situer où? Dans l'être humain. C'est-à-dire dans sa tête, sa manière de penser, dans son cœur, sa manière de vivre les choses, et dans ses mains, c'est-à-dire la manière de faire les choses. D'accord? Donc souvenez-vous, il y a 3 niveaux qui vont être extrêmement importants en termes de libération potentielle, parce que c'est là qu'est la richesse, en fait, absolue, on le sait aujourd'hui, d'une entreprise, elle est dans la tête, dans le cœur et dans les mains des personnes. Sauf que pour que cette richesse émerge, que faut-il? Il faut une relation, une communication, vous allez voir, particulière, c'est-à-dire une communication qui est axée sur la revalorisation. Le point clé, c'est ça. Au fond, c'est de l'amour. Quand on va parler d'amour dans les organisations, ça va faire bondir mon ami Lionel, mais il sait que très bien de quoi on parle. C'est cette faculté ici à faire en sorte que les gens retrouvent espoir, retrouvent cette ambition d'avancer. Et vous savez, quand on regarde de plusieurs entrepreneurs avancés, même s'ils étaient dans le même contexte, qu'est-ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre? C'est de la nature même de la personne. Comment elle se sent, comment elle vit, comment elle se sent reconnue. Quand vous avancez sur un projet qui est compliqué, il y a un moment donné, si c'est dur, parce que c'est au début, hein, c'est toujours motivant, c'est génial quand vous avancez sur un projet, et puis après vous avez ce qu'on appelle un peu on appelle ça les traversées de désert, hein, c'est-à-dire c'est les moments un peu plus compliqués, et il faut mettre en place de la discipline pour atteindre ce à quoi on aspire, mais on sait qu'il y a des jours, c'est super parce que ça se passe bien, on est valorisé, ça roule, et puis il y a des jours, vous avez beau donner, le retour il ne se fait pas. Oui ou non? Il y a des jours ça ne marche pas. Et là, ce qui fait l'énorme différence, c'est votre faculté à communiquer avec vous-même et avec votre environnement. Si cette communication, elle est axée sur de la dévalorisation, malheureusement, vous êtes mal barré. J'y arriverai pas, c'est impossible, etc. Ou parfois, c'est le propos qu'on va entendre autour de nous. Or, on sait que la qualité de la relation, là pour le coup, va être évidemment un levier extrêmement puissant et qui peut changer beaucoup. Pour réallumer ce potentiel, c'est-à-dire la croyance qu'on a en nous, la capacité d'y aller, qu'on a envie d'y aller, que ça donne du sens. On va voir comment on va le remonter. Et c'est grâce à ce potentiel aujourd'hui qu'on va faire les choses différemment pour atteindre les résultats qu'on veut et qui sont en finalité avec ça. Alors, pour aller chercher ce potentiel, puisque c'est ça notre métier, puisqu'on est là pour faire évoluer des organisations, faire évoluer des personnes, etc., vous allez voir, le principe est assez simple. On s'appuie ici sur le dernier pilier, qui est la croyance que tout change. Je n'ai pas attendu ce séminaire pour entendre ça. Tout change, puisqu'il n'y a que le changement qui ne change pas. Et le changement, c'est quoi? C'est de la croissance, c'est de l'évolution. Là, je fais une spirale là, pour le coup pour symboliser ce phénomène de croissance qui peut se faire à la fois sur le champ de conscience, qui peut se faire sur le champ émotionnel et sur le champ comportemental. Je parle? Il y a 3 champs importants dans l'évolution. Il y a tout ce qui est, on va dire, mental, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la perception qu'on a des choses, de soi, des autres, du monde. Tout ce qui est de l'ordre émotionnel, qui est lié à la manière dont on vit les choses. Et puis, ce qu'on en fait, c'est-à-dire tout ce qui est porté sur l'action concrète, la réalisation, les comportements. D'accord? Ce qui veut dire que dans mon rapport, que ce soit mon rapport au management, mon rapport à la nourriture, mon rapport à l'argent, mon rapport au couple, mon rapport à peu près à tout ce que vous voulez, quand un être humain ou un ensemble d'êtres humains évolue, 3 choses se modifient peu à peu. C'est la perception qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes, des autres du monde. Donc c'est le mindset, c'est la manière de penser, c'est la manière de percevoir les choses, la manière de les évaluer. Ça, c'est de l'éveil de conscience.
et on en a besoin, sans conscience. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir pris conscience des choses et de les savoir. Il va falloir qu'il y ait une évolution aussi dans mon rapport à la chose, que ce soit émotionnel. J'ai un rapport émotionnel différent à l'argent, j'ai un rapport émotionnel différent à mon couple, j'ai un rapport émotionnel différent à ma machine, j'ai un rapport émotionnel différent à mes clients, à mes stagiaires, mais je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Donc plus j'accrois la qualité de mon rapport émotionnel, plus vous êtes d'accord, ça va augmenter mon facteur d'intelligence comportementale. Et bien sûr qu'une fois que je les aime, derrière, ça ne suffit pas, il va falloir que je modifie aussi mes comportements, mes attitudes. Et c'est comme ça que la croissance se met. Alors nous, quand on veut faire évoluer une organisation, puisqu'ici on parle d'évolution, ou de croissance, ou de changement, ou d'apprentissage, tout ça, ça fait partie de la même chose, puisque l'apprentissage, pour moi, c'est la première donnée pour grandir. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, en gros, c'est toujours le même principe, c'est que si je veux faire évoluer une personne, un groupe, un ensemble d'une organisation, la première chose que je vais faire, c'est écouter ce qu'ils vivent intérieurement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Soit la personne va exprimer des frustrations, soit elle va exprimer des ambitions. D'accord? Et c'est pour ça que l'écoute va être fondamentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et ce facteur émotionnel, on va le voir, soit il va nous amener à écouter des frustrations, et vous allez voir combien c'est facile dans les organisations d'entendre des frustrations, parce que on va voir pourquoi le système nerveux a plus de facilité à exprimer une frustration parfois qu'une demande, mais on va les écouter, mais on sait que derrière chaque frustration, il y a une valeur qui n'est pas nourrie. Il y a une valeur qui n'est pas nourrie. Et notre métier, c'est de savoir écouter les frustrations pour déterminer derrière la valeur qui n'est pas nourrie. Donc on reviendra ici. C'est grâce à ce concept des valeurs, et c'est pour ça qu'on va commencer par celui-là, parce qu'on reviendra toujours là-dessus, quelles que soient les situations de difficulté. Okay. La deuxième chose qu'on va faire dans notre métier, c'est revenir, une fois qu'on a écouté l'important, frustration, satisfaction, à dire, au fond, si demain ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et là, ça vous rappelle beaucoup de choses de la PNL. C'est-à-dire qu'on va se dire, mais c'est quoi l'objectif? Si ça se passait mieux demain, dans notre organisation, dans notre équipe, avec notre client, avec notre fournisseur, avec ça se passerait comment? Et là, on a besoin d'une vision d'une solution. Donc, on va réorienter sur des solutions. Et ce n'est qu'une fois qu'on a ces deux premiers piliers qu'on va pouvoir, grâce à l'écoute, faire de l'accompagnement d'ordre pédagogique, c'est-à-dire ici orienté sur des comportements. D'accord? Donc, vous aurez toujours les valeurs, la vision et les comportements. D'accord? Mais tout part de quoi? De l'écoute émotionnelle. Il n'y a pas d'évolution sans relation. Et la relation, ça sert à écouter ce que les gens ressentent, éprouvent, vivent. D'accord? Parfois, vous allez être éberlué de ce que vous entendez. Mais c'est pas grave. Éberlué. Vous avez des trucs de dingue. C'est pas possible. Personne vous dit, de toute façon, tous ces patrons sont que là pour nous. Puis après, vous allez votre côté des patrons, puis vous entendez l'inverse. Ces salariés, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance. Vous allez voir, c'est ça qui se passe. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous dites, mais comment ils en sont arrivés à avoir des perceptions pareilles, à avoir des croyances pareilles? Quand on accompagne des gens dans les organisations, dans le coaching, on entend des gens se dire des trucs à eux-mêmes, mais on se demande où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Jamais je pourrais faire ça. Enfin, vous voyez, il y a des systèmes de croyances qui sont liés en fait par des strates émotionnelles qu'ils ont vécues, des mal vécues, des expériences négatives, qui ont contribué à développer une conscience d'eux-mêmes, parfois un peu tordue, j'ai envie de dire, une croyance à l'égard de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire, et etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous, ce qu'on cherche, dans tous les cas, c'est reconnaître la personne là où elle en est. Et quand on parle de communication et d'amour, on parle d'amour inconditionnel. Tu as souligné ça tout à l'heure, Joseph, mettant une ambition forte, c'est cet accueil de l'autre, quel que soit là où il en est. Et c'est pas une mince démarche. Je vois ta tête qui fait ça, tu as bien raison, parce que c'est pas forcément une démarche. Mais vous allez voir que c'est parce qu'on est dans cette quête, et c'est pas un vain mot, cette quête. Vous allez voir que c'est apprendre à écouter la personne sur là où elle en est, qu'est-ce qui l'amène à penser des trucs pareils. Et vous allez voir que plus c'est à l'opposé de ce que vous pensez, plus ça va être difficile d'écouter en fait. Pourquoi? Parce que vous aurez envie, c'est pour ça que le coaching existe, c'est pour sortir de ces attitudes qui consistent à expliquer à l'autre qu'il a tort, qu'il a raison,
ou qu'il a raison, que c'est pas comme ça qu'il faut penser, etc. Alors que nous, la première étape, ça va être d'abord de reconnaître la personne là où elle en est. D'accord? Éventuellement de l'amener à comprendre ce qui l'a amené ici, mais surtout de détecter derrière, au fond, qu'est-ce que ça révèle d'important pour elle. Ça marche? Donc tout ça, c'est un savoir-faire, évidemment, vous allez aider. Voilà les 5 piliers sur lesquels on va en permanence s'arrêter. Et ce qui est vrai pour un individu, c'est donc vrai pour un groupe. On va revenir sur les valeurs collectives, c'est la première chose qu'on va faire. On va déterminer ensemble où est-ce qu'on va, c'est quoi le projet commun qu'on a quand on tient une organisation ou une équipe. Ensuite, qu'est-ce qui dans cette équipe fonctionne bien et qu'est-ce qui nous semblerait important d'améliorer. Et c'est là qu'on va se mettre dans des démarches d'amélioration constante. En privilégiant, on va avoir les petits pas. C'est là que vient le Kaizen, d'ailleurs, si vous n'avez entendu parler du Kaizen. Enfin, on se penchera sur la manière dont les gens vivent ce qu'ils font. D'accord? Est-ce que ça a du sens pour eux? Est-ce qu'ils ont une vision claire du pourquoi on fait les choses? Et enfin, comment on peut les aider à évoluer pédagogiquement? C'est-à-dire, là on parle de, quand on est sur les moyens d'évolution pédagogique, c'est-à-dire c'est du management pédagogique, comment tu faisais déjà bien hier, qu'est-ce que tu pourrais faire d'un peu plus pour avoir un gain de temps, d'argent ou de je ne sais pas quoi demain. C'est de la progression constante. Et puis enfin, ici on est plutôt dans de l'écoute psychologique, c'est-à-dire prise en compte de la personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est, à la fois à l'égard d'elle-même et à l'égard des autres. Et c'est comme ça que le système va continuer à évoluer, sachant qu'il évoluera toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un environnement qui sera là pour contraindre, et nous, on veut faire face à cet environnement, c'est-à-dire accroître le champ des potentiels en termes de communication, de savoir-faire, d'objectifs et de finalités. Ça marche? Donc on reviendra en permanence sur ces ça. Alors maintenant, quand on est face à une équipe, concrètement, comment ça marche? Quelle dynamique on va instaurer, notamment avec notre affaire cohésion, et quel positionnement on peut avoir face à une personne ou une équipe en fonction de ce qui se passe. Vous allez voir que c'est un peu comme les saisons. Tout le monde n'en est pas toujours au même moment, et même dans une équipe, on va avoir des gens qui sont tout de suite d'accord, qui sont prêts à y aller, d'autres qui sont plutôt dans le confort, d'autres qui sont rebelles à tout, enfin etc. D'accord? Alors, pour clarifier cette posture, la première chose qu'on va prendre en compte, c'est la dynamique émotionnelle. Je vous le disais tout à l'heure, pour évoluer, on prend en compte la personne dans ce qu'elle vit. Et là, on va trouver un axe que je vous propose de définir selon cette flèche. Ici, on va avoir quelqu'un de heureux, donc je vais représenter une personne comme ça, voilà. Hop. Heureux pourquoi? Parce qu'elle est en train de satisfaire, on va le voir, des valeurs importantes. Ok? Soit elle est de l'autre côté et la personne fait la tête. Pourquoi fait-elle la tête? Ces valeurs ne sont pas nourries. Parce que les valeurs ne sont pas nourries, ce qui veut dire qu'elle est en train de vivre des frustrations. Et que plus elle les vit, plus il y a de chances qu'elle les exprime. Que l'émotion, évidemment, influence ses comportements. Ça peut être de la peur, de la colère, de la tristesse, enfin, voilà, il y a différents champs émotionnels. Et en tout cas, toujours est-il qu'ici, ce qui est exprimé, ce n'est pas une satisfaction, c'est une frustration. D'accord? Alors que de l'autre côté, elle est plutôt dans le bien-être. Donc ici, on élève son niveau d'être. Et quand une personne élève son niveau d'être, souvenez-vous des moments chouettes que vous avez vécus, en couple, dans le travail, dans le sport, dans toutes sortes de choses. Comme l'environnement était en train de nourrir ce qui était important pour vous, dit autrement, on va le voir, des valeurs, eh bien, vous avez beaucoup donné. Oui ou non? Vous étiez ce qu'on appelle motivé. D'accord? Si une relation vous nourrit, bah, vous mettrez de l'énergie dedans, de la créativité, de l'engagement, de la responsabilité. Oui ou non? Si un sport vous nourrit, bah, même chose, vous y mettrez de l'énergie. Ça, c'est le don que vous allez mettre. Et plus encore, plus vous êtes dans un environnement qui va nourrir votre système de valeurs, plus vous allez avoir un accès à vos propres dons immense. C'est-à-dire votre capacité à donner en termes de créativité, d'intelligence, de comportement, d'invention, etc., etc. Donc quand vous êtes au top, par exemple, qui c'est qui me parlait tout à l'heure de la crainte de parler en public? Je crois que c'est toi. Bah, en fait, tu as un potentiel de dingue pour le faire, sauf que si tu es dans un environnement qui ne le permet pas, et ben, le fait que tu sois face à un grand groupe, qu'ils ne connaissent pas, etc., ben, tu sens qu'au fond de toi, il y a des choses qui se passent au niveau émotionnel, qui bloquent un peu le système, et du coup, tu te sens beaucoup moins prête à donner. Alors que dans d'autres contextes, tu as toute la puissance pour le faire. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait transformer ça, tu le sais aussi bien que moi. Voilà. En faisant quoi? En redonnant ici du potentiel. Mais il est clair que si tu es dans un environnement qui n'est pas adéquat, c'est-à-dire pas en phase avec ton système de valeurs, eh bien tu vis du coup de la pression. Ici, tu vis sous pression, et qu'est-ce qui se passe? Tu as deux possibilités. Soit ça va te révéler un putain de potentiel,
soit tu vas partir en bas, et là, au lieu de te transformer et de grandir, eh bien, tu vas te fragiliser, et du coup être en perte. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus dans le bien-être, mais dans le mal-être. D'accord? Et ça peut venir d'une relation qui ne colle pas, ça peut venir d'un job qui ne colle pas, ça peut venir d'un environnement qui ne colle pas, etc. Et quand tu es dans du mal-être, bah, tu donnes aussi, mais tu ne donnes pas la même chose. Quand tu rends du boulot, si je suis fatigué, j'en peux plus, bah, je ne suis pas à l'écoute de la même façon aux gens. Si je démarre une réunion et que je ne suis pas au top, vous avez compris que ici, je vais donner aussi, mais pas de la même façon. Ça va, ça vous parle? Quand vous entrez dans cette dynamique, voilà ce qui va se passer. En fait, au lieu d'être dans un système de valorisation, vous allez rentrer dans un système de dévalorisation. À la fois de vous-même, des autres, et plus largement du monde. Ça, c'est mécanique chez tout être humain. Quand par contre, il est dans une dynamique de valorisation, c'est-à-dire de prise en compte de ce qui est important ici, eh bien, il va avoir le champ de la valorisation qui remonte. Est-ce que d'accord pour dire qu'il va se valoriser davantage, qu'il va apporter de la valeur à un certain nombre de points? Donc là, on est dans de la valorisation. À la fois de soi-même, des autres, du monde, etc. Vous remarquerez par exemple que dans les quartiers un peu difficiles, comme il y a beaucoup de dévalorisation, ben, il y a beaucoup de dégradation. Si vous êtes dans un système où les gens se revalorisent, eh ben, au lieu d'avoir de la dégradation d'eux-mêmes, des autres et du monde, il y a de la revalorisation d'eux-mêmes, des autres et du monde. Vous sentez le système? Donc ça, c'est une mécanique qu'on connaît bien et sur laquelle, évidemment, on va travailler dans nos organisations. Ça marche? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et deuxième chose, là, on a parlé plutôt des phénomènes d'ordre émotionnel, hein, de ce qui fait vivre ou éteindre la personne. Maintenant, on a un deuxième acte qui va être aussi très important, c'est celui des comportements. Je vais présenter ici en noir. On va voir apparaître deux grands types de comportements, et vous les connaissez bien, puisque on voit ça dans tous les stages de développement personnel. Soit, donc là, on est dans une dynamique de comportement. Hein. Ça va, ça vous parle? Là, on va être dans les comportements qui vont nous tirer vers le bas, et là, on a les comportements qui vont nous tirer vers le haut. Alors qu'ici, on était dans une dynamique avec les valeurs, de sentiments. Soit j'ai des sentiments positifs à l'égard de moi-même, des autres et du monde, soit je suis dans les sentiments négatifs. Jusque-là, ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on monte vers le haut? En fait, de quoi parlons-nous? On va parler de comportements, ici, qui vont être plutôt moteurs. Je vais faire ça en rouge, comme ça, voilà, pap. Et on va voir ces comportements, ils vont avoir évidemment un impact. Vous connaissez réactif, proactif? Proactif, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'ici, je suis plutôt en pro-activité. C'est-à-dire que je suis en train d'intégrer des processus, vous allez voir qu'on va définir ensemble. Alors qu'en bas, je suis plutôt dans l'opposition. C'est-à-dire que je suis dans les comportements de fuite. Réactif, hein, on appelle ça les comportements de réactif, alors réactif. Là encore, il y a une nomenclature précise de comportements qu'on met à jour et qui vont nous tirer vers le bas. D'accord? Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'on est plutôt d'un côté ou de l'autre? Qu'est-ce qui, à votre avis, fait qu'on est plutôt dans les comportements positifs ou comportements négatifs? C'est notre état émotionnel. Alors, en grande partie. C'est pas seulement, mais en grande partie. C'est vrai que quand on va mal, si par exemple on est en conflit, Rim, parce que voilà, j'ai dit un truc qui ne te plaisait pas à la réunion de ce matin, toi tu n'es pas très bien là-dessus, donc du coup, comme on n'est pas encore très bien, bah, chacun parle de son côté, tu vois, un peu dans la fuite. On se suradapte parce qu'on n'est pas capable de se parler. Donc du coup, on va se suradapter à un environnement qui ne nous va pas, donc on va se mettre en tension. Ça s'appelle le stress, en tension, et puis au bout d'un moment, bah, ce stress, il va jaillir autour de nous, ça va entraîner de l'agressivité vis-à-vis de nous-mêmes, des autres, du monde, etc. Et on va voir apparaître des comportements qui vont nous desservir. On va dire, ça c'est naturel. Maintenant, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. Parce qu'on a appris à prendre en compte une situation. Par exemple, Yamina, tu disais, bah, quand il y a du stress autour de moi, curieusement, je m'étonne de savoir avec quel calme olympien j'arrive à gérer ce genre de trucs. Pour avoir fait beaucoup de sauvetage en mer et être aussi confronté à des situations de risque très très importants, moi je me suis rendu compte qu'effectivement, face à la pression, j'ai aussi j'ai développé en tout cas cette faculté justement à me poser, être plus au ralenti, etc., etc. Donc on ne réagit pas tous de la même façon.
Mais ce qui est très intéressant, c'est quelle que soit l'émotion dans laquelle on peut apprendre à dissocier l'émotion du comportement. Nous dirons-nous en développement personnel ou en PNL que l'émotion n'est jamais un problème. La peur, la colère ou la tristesse, bien au contraire, hein, c'est un indicateur important. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Soit je me mets à hurler, j'insulte tout le monde et c'est terminé, ou je critique l'environnement parce que je ne suis pas heureux. Soit je me dis, bon, sachant que ça ne colle pas, qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi? Et à partir de là, eh bien, mon côté rebelle ne va pas être mis dans le sens de la destruction, mais dans le sens de la reconstruction. Et c'est là qu'on va passer dans des comportements qui, eux aussi, sont extrêmement définis hein, et qui vont nous permettre de remonter vers le haut. Hein, comme écouter ses propres besoins, redéfinir ce qui est important, faire le choix de profiter de cette situation pour apprendre, intégrer des nouvelles données, se mettre en quête de solutions nouvelles pour avancer, prendre en compte l'environnement. Enfin bref, il y a un certain nombre d'étapes comme ça qu'on pourra retrouver là. Donc là, je suis plutôt en proactivité et là, en réactivité. Du coup, ça me donne 4 grandes zones dans lesquelles on va apprendre, nous, à capter notre environnement au niveau individuel et au niveau collectif. La première, on va commencer par la première, qui est la plus confortable. Quand il y a équilibre, selon vous, entre les valeurs et les actions, où est-ce que ça nous mène? À une vision. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a soit un rêve, qui est en phase avec nos valeurs et comportements, qui peut se traduire en projet, en vision, en projet. Vision, projet, on va mettre. Et puis, ce vision, projet, objectif, ici, hein, ça va être des étapes. Étapes par lesquelles je vais avancer. Mais la particularité de ce qu'on va trouver ici, c'est la conscience d'une solution. Voilà, c'est ça le point important. C'est-à-dire que je me dis, il faut que la vision soit en phase avec mes objectifs pour que les gens se mobilisent. Et en fait, si vous êtes amené demain à parler de motivation, voilà les 3 piliers que vous retrouverez toujours chez quelqu'un de motivé. C'est-à-dire qu'il a une vision, une ambition, un projet qui est en phase avec ses aspirations. Et c'est pour ça qu'il sera prêt à se mobiliser, c'est-à-dire à mettre en place, à prendre, vous savez, le côté carré, hein, c'est-à-dire à me positionner en me disant « Ok, j'y vais, ok, j'investis du temps, ok, j'investis de l'énergie, et ok, je prends le temps d'apprendre à faire ce qu'il faut faire pour obtenir ce truc-là. » Pourquoi? Parce que la vision que j'ai, par exemple faire du coaching d'équipe, entreprise, est en phase avec ce qui m'anime depuis toujours. S'il n'y avait pas cette alliance des deux, vous n'auriez pas ça. D'accord? Donc, quand on est dans ce cadran, qu'est-ce qui se passe? On a cette phase repérable humainement. Hein, on a des indicateurs, ici, on va le voir, qui nous montrent que nous sommes dans cette dimension. D'abord, les gens sont dans le plaisir. Ils trouvent du plaisir à ce qu'ils font. Et ce plaisir est très important parce que ça les incite à se réaliser, à mettre de l'énergie pour continuer à avancer. Donc on appelle ça des phases de réalisation. Les gens sont plutôt dans l'envie d'évoluer. Cette envie d'évoluer, elle va entraîner des prises de responsabilité. Ok, ça ne marche pas, je cherche autrement. Mais je prends la responsabilité de trouver la solution parce que même si toi tu me dis que ça ne marche pas, moi je crois à ce projet. Et comme en plus c'est vraiment en phase avec mes valeurs, je te garantis que je vais trouver les moyens. Et pourquoi j'y mettrai autant d'énergie? Parce qu'il y a un projet qui est en phase avec mes valeurs. Ce projet peut me concerner, mais il sera encore plus puissant s'il concerne un environnement ou les autres. Et plus ce projet est contribuant, si ça répond à mes valeurs, plus je vais mettre de l'énergie, de l'action pour le mettre. Donc je vais aller chercher cette énergie et mettre en place des actions. Ça s'appelle de la prise de responsabilité. Vous allez voir, ce n'est pas toujours comme ça. Hein, d'accord? Mais là, on est dans le cadran plutôt vert. Ça veut dire que il y a un alignement plus ou moins, parce que tout ça c'est des équilibres systémiques, hein, mais en gros je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais, et du coup je me trouve les moyens pour y aller. Ça va? Ça c'est ce qu'on appelle la motivation. Alors parfois c'est l'inverse. Quand c'est l'inverse, selon vous, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on n'est plus dans le plaisir, d'accord? On va vivre des frustrations. Alors, jusque-là, pas de souci. Ce n'est pas la frustration qui est un problème. Au contraire, c'est un bon indicateur. Sauf que comme je suis dans la frustration, je le vis mal. Et là, j'ai 2 possibilités. Comme Yamina n'a pas dit ce que j'aurais aimé qu'elle dise quand on était en réunion, là, j'ai 2 possibilités face à cette frustration. Soit d'entrer ce que nous, on va appeler des jeux psychologiques, c'est-à-dire des jeux de positionnement de culpabilisation, en fait, de moi ou de l'autre. Donc, je vais aller voir mon ami Lionel, je vais dire, mais enfin, Yamina, pourquoi elle réagit comme ça? C'est pas possible.
Soit, au contraire, comme j'ai une frustration, je dis, là, j'ai un important. Et donc, du coup, j'attrape Yamina devant un café, je lui dis, écoute, il faut vraiment qu'on boive un café ensemble. Il y a vraiment un truc dont je voudrais te parler qui me semble important. OK? Et là, on va repartir vers le haut. Vous comprenez? Mais le risque de partir vers le bas, il est extrêmement élevé chez l'être humain. Donc, nous, on le sait, ça, dans les organisations. Donc, on est capable même de prédire ce qui va se passer dans 70-80% des cas. Si la personne n'est pas bien, on sait qu'elle a plus de chances de partir vers le bas. Donc elle aura des frustrations. Cette frustration, qu'est-ce qui va se passer? Ça va en générer des formes de culpabilisation de soi, des autres, du monde. Ça va entraîner non pas de l'énergie à construire, mais de l'énergie à... Et c'est fou, le pognon qu'on passe dans ces trucs-là, le temps qu'on passe dans ces trucs-là. Et pourtant, on n'a pas à cœur de faire ça. Mais on le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence émotionnelle qui va nous entraîner dans une intelligence de destruction. Donc la culpabilité, tout ça, ça va entraîner des phénomènes de destruction, à la fois de soi-même et de l'autre. Hein. Quand vous allez vraiment mal, qu'est-ce que vous faites? Vous vous coupez, vous arrêtez de manger correctement, vous mangez mal, vous mettez en forme passivité, à faire n'importe quoi, même des trucs que vous n'accepterez pas que vos enfants fassent, etc., etc. Et du coup, dans cette destruction, au lieu d'aller vers quelque chose qui a du sens, vous allez vers quelque chose... Hein, il y a un rejet de la responsabilité sur les autres. De toute façon, c'est pas mon problème, c'est celui des autres. D'accord? On va avoir des phénomènes de dépendance qui vont se mettre en place et qui vont entraîner des situations de non-sens. Pardon? Victimisation aussi. Victimisation. Oui, alors ça va avec culpabilité. Hein. On a les fameux jeux psychologiques. Hein. Je ne suis pas bien, je me positionne en tant que victime. Je me persécute ou je persécute les autres. Et puis du coup, je tombe dans des phénomènes de sauvetage, c'est-à-dire je réponds à des demandes, je ne sais pas pour ça, mais enfin bref. C'est un peu compliqué, mais on va développer tout ça. Donc là, c'est la zone d'ombre. Alors, cette zone d'ombre, elle peut parfois faire peur. Si je vous dis demain, il faut intervenir, mais alors je vous assure, les gars, ils se tirent dessus, ils s'insultent du soir au matin, c'est plus possible, il n'y en a plus un qui veut parler, enfin bon, bref, voilà. Et c'est vous qui allez démarrer le groupe. C'est challengeant. C'est challengeant. C'est surtout challengeant parce que vous ne savez pas comment faire. Voilà. Donc nous, on verra que ça va être très important parce que finalement, ce n'est pas le plus compliqué. On a une case qui est plus compliquée que celle-là. Là, il y a de la frustration. La force de la frustration, c'est que ça donne envie de bouger, en fait. Voilà. Sauf que si l'énergie n'est pas orientée dans le bon sens, on va aller vers la destruction et on va voir comment on va inverser le système. Alors, qu'est-ce qui nous amène de l'un à l'autre, évidemment? C'est-à-dire, autant ici, on était un peu en été, ça produit des fruits, c'est super, on est très ouvert, il y a de la lumière partout, les gens s'aiment, voilà, hein, très ouvert. Ici, au contraire, on est plutôt, c'est un peu glacial comme ambiance, hein, donc il fait beaucoup plus froid, c'est l'hiver, on se recroqueville, et on a besoin de ces zones-là, sauf que le problème, il ne faut pas y rester trop. Et selon vous, pour passer de l'été à l'hiver, on passe par quoi? Il y a quoi entre l'été et l'hiver? La zone de confort. Oui. La zone de confort. En termes de saison, ça donne quoi? Automne. C'est l'automne. Hein, Oui, exactement. les feuilles tombent. Voilà. Les feuilles tombent, l'énergie tombe. Donc là, on est en zone de confort, effectivement. Et cette zone de confort, elle est aussi utile. Cette zone de confort, c'est quand vous êtes satisfait par les valeurs, bien installé, mais qu'il y a une perte de projet. Donc du coup, ça va. Et pour l'instant, pas de danger. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre principalement dans de la répétition de comportement, d'attitude. Et jusque-là, pas de problème. Et c'est même une phase importante. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, je descends un peu, on va en parler tout à l'heure, en perte de sens. Là, je suis dans le non-sens, là, je suis en perte de sens. Pourquoi? Parce que je perds la vision. La première chose, c'est que je vais perdre la vision, j'ai plus d'objectif. On est bien ensemble, mais on ne sait plus trop pourquoi. Hein? Alors, dans un couple, là, puisque toi, tu t'intéresses au couple, ça va, tu vois. On se parle de plus en plus pour régler le problème des enfants, des couples. Chacun fait un peu son truc de son côté. Donc, mais bon, pour l'instant, ça va, tu vois. Et puis, on passe plus de temps. Mais il n'y a plus, peu à peu, il n'y a plus de projets communs. Voilà. On ne se parle que pour résoudre un peu les problèmes. Et cette zone de confort, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Elle va nous entrer là. Pourquoi? Parce qu'il y a une perte du sens que je donne à cette relation, ou à ce job, ou à ce projet. Il y a une perte du sens que je donne en termes de direction. Je finis par me demander, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? Et du coup, je ne me mobilise plus pour mettre de l'attention et de la vigilance sur la qualité des choses. Donc, je me laisse aller. On se parle moins bien, on fait moins attention, etc.
Mais tant que c'est dans la zone de confort, c'est comme le type qui tombe du 10e étage et qui, devant chaque fenêtre, vous dit pour l'instant ça va. Ou le type qui fume comme c'est pas possible et qui vous dit pour l'instant ça va. Ou le gars qui fait plus de sport mais qui pour l'instant ça va. Le gars qui parle mal à ses élèves, ses enfants, son management, mais qui vous dit pour l'instant, Jusque-là, tout va bien. jusque-là ça va encore. Oui, mais tu comprends, il y a d'autres problèmes. D'accord, très bien. Bon, ben continue. Et ça, on va voir que c'est la zone la plus difficile à mobiliser en entreprise. Pourquoi? Parce que les gens sont installés dans le confort. Et ils vous disent, vous savez, nous on n'a rien contre vous, mais comme vous êtes le 5e intervenant qui passe, on va commencer par regarder où est-ce qu'on va aller manger à midi. Voilà, et puis le reste, secouez pas trop, de toute façon, il n'y a rien qui changera. Même si. Voilà. Et là, face à ça, ben, on va voir, il y a des stratégies à mener pour remobiliser. D'accord? En fait, en l'occurrence, ce n'est pas en ramenant les gens sur les objectifs que vous allez les faire bouger. Il va falloir les amener à prendre conscience, on verra comment on fait ça, de ce qui va se produire si on continue comme ça. Où est-ce qu'on va? Il faut anticiper le mal, en fait. Et c'est en faisant mal et en générant de l'alerte, en fait, mais tant qu'il n'y a pas, c'est pas touché au niveau cognitif, au niveau émotionnel et au niveau de la conscience du comportement qui m'emmène dans le mur, je ne vais pas forcément changer. Et quand je vais commencer à sentir qu'effectivement il y a un danger, alors l'univers, de toute façon, va s'en charger. Parce que quand vous n'êtes plus à votre place, et à un moment donné, il y a des problèmes qui arrivent. Pourquoi? Parce que l'univers vous veut du bien et il vous enverra du mal. Mais parce qu'il vous veut Du bien. exactement. Voilà. Et donc ça s'appelle les chocs qui arrivent, les accidents de la vie, des trucs. Mais sachez que l'ordre, vous savez, quand vous allez dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, tout est parfait. Et pourquoi ce qui nous arrive ne le serait pas? Bien sûr, ça fait partie de cet ordre en général. Et quand vous occupez plus bien de votre santé, quand vous occupez bien de votre couple, quand vous occupez pas bien de votre argent, eh ben, il y a des conséquences. D'accord? Et les conséquences, eh ben, c'est les problèmes que vous avez en fait. Donc c'est très karmique en fait tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut remonter, bien sûr, en tout temps et en toute heure. Et remonter, ça veut dire quoi? C'est qu'on va passer. Alors que là, on était plutôt dans une recherche de confort. Ici, C'est plus de dynamique. on était en perte de sens. Effectivement, on va se remettre ici en quête d'un nouveau Démarrage. sens. Voilà. Donc autour des valeurs qui vont à un moment donné évoluer, parce qu'il y avait des frustrations, donc du coup je réallume des réverbères, c'est-à-dire je me dis waouh, qu'est-ce que je réalise d'un coup qui est de nouveau important pour moi. Si ça se passait mieux dans 3 mois, 6 mois, 1 an, où est-ce qu'on irait? Et du coup c'est quoi les prochaines étapes? Et du coup qu'est-ce que je modifie dans mes comportements? Et c'est comme ça qu'on va repasser ici en quête d'un nouveau projet. Donc alors qu'ici on était en train de renforcer nos habitudes, ici on va être en train de renouveler nos comportements, nos rituels. Hein, on est en train de modifier nos rituels, donc on est en recherche de nouveaux comportements. Mais pour arriver dans des nouveaux comportements, il va falloir qu'on passe d'abord par un éclairage au niveau des valeurs et un éclairage au niveau de la Conscience. vision. Vision. Alors conscience bien sûr, mais la vision. Et c'est ça qui va faire que... Alors parfois, on n'est pas complètement clair sur la vision, mais on sent au fond de nous que c'est un axe. Et donc du coup, c'est le cœur qui est à l'ouvrage en quelque sorte. On accepte d'accepter l'idée que ce soit possible. Donc je vais me lancer dans un nouveau projet, même si la vision n'est pas complètement claire. Mais en avançant, plus je vais avancer, plus je vais clarifier ce pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui m'anime profondément, pour qui je fais ça et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter, plus du coup les modalités sur comment y aller vont se clarifier. On accompagne beaucoup au Saint-Pépi de personnes, ça fait partie d'un troisième volet très important d'accompagnement qu'on a chez Saint-Pépi, c'est des gens qui veulent rayonner sur Internet, quoi, rayonner autour de leurs activités sur Internet. Et donc on repasse toujours par ces mêmes choses, c'est-à-dire c'est quoi votre positionnement? Vous êtes qui et pourquoi vous êtes né? En fait, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? À qui vous voulez le transmettre? Il faut bien définir cette cible. Et plus vous allez clarifier ça, plus vous allez pouvoir ici identifier la manière dont vous allez le faire. En termes de service ou de produit. Ça va, ça vous... Alors, dernière petite chose qu'on peut dire, c'est que nous, en termes de coaching, eh bien, on sait qu'on va avoir, ce sera ma dernière flèche, un accompagnement ici, qui, le besoin d'accompagnement sera proportionnel à l'épaisseur de ma flèche. Vous me suivez?
Au début, ici, vous avez peu besoin parce que vous êtes très en route. Alors, en fait, ici, vous aurez besoin d'un autre type d'accompagnement. Ce sera plutôt ce qu'on va appeler des masterminds, des choses comme ça, parce que vous êtes entouré de gens qui sont dans cette dynamique de croissance. Ici, vous êtes un peu en mode, je me pose un peu, voilà, c'est l'automne, hein, je me laisse un petit peu aller. Je me repose aussi, ça peut faire du bien de temps en temps de lâcher complètement prise et puis voilà, de laisser faire un peu. Mais au bout d'un moment, si vous lâchez trop prise, si vous le laissez trop en passivité, que vous n'avez plus de projet, vous allez rentrer dans des frustrations, c'est sûr. Et c'est des lois hein, qui régissent toute entreprise, le couple, etc. Et c'est là que vous aurez le plus besoin d'être accompagné en fait. En tout cas, de vous poser des questions. Alors, soit vous avez développé un mindset qui permet de transformer, d'auto-coaching, soit vous aurez besoin d'aller voir un coach. Dans tous les cas, ce serait intéressant de vous entourer de bonnes personnes pour ensuite, peu à peu ici, remettre de l'énergie et repartir à la hausse, si je puis dire, vers de nouvelles strates de développement, que ce soit pour satisfaire des valeurs plus élevées, un projet plus grand, une vocation à l'égard de votre environnement plus élevé, un service plus élevé. Et pour ça, il va falloir intégrer des nouvelles données, ce que vous faites en vous ici. Voilà. C'est cool? C'est quoi, c'est des cycles en fait ou Oui, des cycles. Alors, on retrouve notre premier pilier, axé sur les valeurs. Vous vous souvenez? Le pilier numéro 1 qu'on a vu ici. Pour évoluer, hein. J'écoute. La deuxième chose, c'est qu'on a le projet, le pilier numéro 2. Où est-ce qu'on va? L'orientation. Et le pilier numéro 3, on va faire évoluer nos comportements, notre attitude, notre stratégie. D'accord? Et tout ça va se mettre en croissance. Après le pilier numéro 4, vous l'avez où à votre avis? Donc c'est la relation. Et cette relation, vous l'avez 1, 2 et 3. Et où est-ce qu'on va avoir la relation? La relation, c'est de l'écoute, encore une fois, et ça ne va jamais s'arrêter. L'écoute de plus en plus raffinée sur vos ambitions, et ça ne s'arrêtera jamais, de plus en plus raffinée sur vos, alors là c'était vos valeurs, pardon, là vos ambitions en termes de projet, et puis la manière dont vous allez évoluer. Et c'est grâce justement à des masterminds, grâce à des dynamiques collectives de progrès, que vous allez le plus accélérer vos zones de croissance. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une dynamique de groupe, les gens vous interpellent sur le sens de ce pourquoi vous faites les choses, ils vous interpellent sur où est-ce que vous allez, c'est quoi vos projets, vos objectifs, ils vous interpellent sur la manière dont vous le faites, ça va être faire du débriefing sur ce que vous faites. Voilà, et ça vous tire vers le haut. D'accord? Pour ça, vous avez besoin d'un environnement aimant qui vous valorise, un environnement qui vienne vous chercher sur comment faire progresser votre attitude, et puis aussi des personnes qui vous inspirent sur le champ des possibles en termes de réalisation. Voilà. Donc ça, c'est la communication. Hein. La communication, elle est orientée autant sur les valeurs que sur le projet, sur l'organisation. Et l'évolution, l'évolution, c'est cette spirale dans laquelle vous allez évoluer, tant sur l'identité dans laquelle vous êtes, et ce pourquoi vous êtes là dans ce monde, tant sur vos projets que sur votre manière de faire les choses. Ça marche? Et voilà nos 5 piliers en route. Alors très concrètement, comment on fait ça? On termine là-dessus, on va le deux. Très concrètement, c'est ce qu'on va dérouler ensemble. On va voir la première partie sur les valeurs. Et comme je vous le disais, on va réunir les personnes concernées pour faire un travail sur les valeurs sur 3 niveaux. On va le voir ensemble, qui sont des valeurs d'origine. Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi? Parce qu'il y a dans les choix de vie que vous avez fait au niveau du métier, il y a évidemment des valeurs qui vont orienter ces choix de vie. Donc on va voir comment individuellement on va aller les chercher, comment les réunir collectivement et comment faire ressortir les valeurs qui sont les plus fortes. Suffisamment fortes en tout cas pour avoir orienté votre carrière, ce qui est quand même pas rien. La deuxième chose, c'est qu'on va aller chercher un deuxième niveau de valeur, c'est depuis que nous sommes ensemble, qu'est-ce qu'on partage de fort? Qu'est-ce qui a été plus particulièrement nourri? Donc on va partir dans la réflexion individuelle, des échanges en sous-groupe, des remontées, pour aller chercher un deuxième niveau de valeur, c'est ce qui nous relie. Avec mon enthousiasme. Voilà. C'est ce qui nous relie, c'est ce qui crée le cercle de notre anneau. Et on verra que c'est jamais fini, ce renforcement collectif. Et puis enfin, on ira chercher au centre, en troisième niveau de réflexion, eh bien, on s'apercevra qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas toujours nourries. Et c'est là qu'on se dit, tiens, c'est quoi notre palier supérieur? Quelles sont les valeurs qui aujourd'hui, même si elles sont déjà en partie prises, mais il nous semblerait important de développer? Et quand on aura collectivement fait ce travail-là, de réflexion individuelle avec des partages en sous-groupe, des remontées, des échanges, eh bien vous allez voir, ça va énormément élever, c'est ce
ce que j'ai toujours trouvé de plus puissant dans les organisations, c'est élever le niveau de confiance et de reliance aux gens. D'accord ? C'est un des leviers les plus puissants. Il y a des gens qui décident, qui sont plus heureux en faisant la grève de la faim parce qu'ils défendent un système de valeurs que dans les plus beaux restaurants de la région, si vous voulez. C'est pour dire que le système de valeurs, c'est quelque chose de très puissant. C'est pas seulement les petites valeurs comme ça qu'on va devoir. On va vraiment chercher ce qui anime profondément les gens. Et du coup, ce qui fait aussi que parfois, ils ne sont pas heureux. Parce que c'est à travers les frustrations aussi qu'on peut découvrir ça. Ça, c'est la première étape. D'accord ? On va faire ça cet après-midi. La deuxième étape que vous aurez demain matin, elle va consister à aller chercher le comment on définit et on amène un groupe à comprendre comment faire améliorer leur projet. Alors, la plupart des entreprises dans lesquelles vous allez débarquer ont déjà des projets, plus ou moins dessinés. Parfois, ils ont été décidés par quelques personnes dans l'entreprise, mais nous, ce qu'on veut, c'est un projet qui soit collectif, mais porté par une ambition collective. Hein. C'est-à-dire, la vision, c'est l'ambition que nous avons en termes de service ou de produit. Vous êtes d'accord qu'une entreprise est là pour répondre à un service ou un produit, et vous-même, en tant que personne, vous êtes aussi là pour répondre à un service. Là, toi qui enseignes dans des facs, tu es là pour répondre à un service ou un produit. Si vous vendez, je sais pas, toi tu vends du matériau dans ton industrie là, aux entreprises minières, tu vends un service et un produit. D'accord ? Donc ça veut dire que tu existes pour répondre à des besoins. D'accord ? Alors, dans votre environnement, il y a évidemment ce qu'on va appeler des partenaires à définir. Alors, le plus souvent, ils sont définis de la manière suivante, mais ce que je vais vous dire, c'est vrai parfois, pas toujours. Mais après, il y a quelques grosses catégories qu'on va retrouver beaucoup. Le premier, c'est les clients. D'accord ? Très vite, on va vous parler des clients. On est là pour satisfaire des clients. D'accord ? Encore une fois, en termes de services et de produits. Ensuite, on a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, les salariés. Si vous avez dans une organisation, vous verrez qu'il y a pas mal de salariés parfois. Donc, ça veut dire qu'ils sont aussi là avec des attentes. On a parlé tout à l'heure, vous l'avez dit, des actionnaires. Alors, les actionnaires, je vous rappelle, c'est des gens qui ont mis des billes dans l'entreprise. Voilà, et qui seraient peut-être éventuellement prêts à en remettre, en tout cas, vont attendre du sens. En tout cas, l'entreprise, elle a aussi besoin de les nourrir, parce que c'est eux qui tirent un profit, évidemment, de l'entreprise. On a des fournisseurs. D'accord ? C'est toutes les personnes qui gravitent et qui apportent un service à cette entreprise pour qu'elle puisse évoluer. Ils ont aussi des attentes. Et puis, comme on est dans un État civilisé, vous avez l'État qui a aussi des attentes en termes de déclaration, de choses comme ça, etc. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'une entreprise qui répond à un haut niveau à l'ensemble de ses partenaires a plus de chances de réussir demain? Et par différence, qu'une entreprise qui ne répondrait pas aux attentes de ces différentes personnes a plus de chances de disparaître demain. Alors ce que je vais rajouter à ça, c'est que l'environnement, lui, évolue. Et la pression que va exercer ou que vont exercer l'ensemble de ses partenaires dans les années à venir va augmenter. Pourquoi ? Parce que demain, nos salariés demanderont plus de salaire et plus de reconnaissance qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos actionnaires demanderont plus de dividendes, plus de sens, plus de je ne sais pas quoi qu'aujourd'hui. Parce que vos fournisseurs demanderont moins de délais, plus d'organisation, plus de je ne sais pas quoi pour continuer à travailler avec vous. Vous êtes d'accord avec ça ? Même l'État va vous demander plus qu'avant. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi. Donc, soit on vit ça comme une pression, soit on se dit, mais au fond, c'est quoi notre mission ? Et c'est là qu'on va passer de la démission à la mission, c'est-à-dire, au fond, plutôt que démissionner face à cet environnement qui nous en demande de plus en plus, et si on revenait véritablement à la mission qu'on a vis-à-vis d'eux. C'est ça qu'on veut inverser. Et pour aller vers cette dimension, eh bien, il va falloir qu'on se mette à la place de ces gens-là. Qu'on aille ensemble, ici, se mettre à la place, par exemple, du client, pour se dire, au fond, si nous étions celui-là, qu'est-ce qui fait que cette entreprise répond à mes aspirations de manière qualité ? Comment ça va évoluer là, les 6 prochains mois ? Et c'est parce qu'ensemble, on aura une vision partagée des ambitions auxquelles on veut répondre, d'accord, que le projet va commencer à se définir. Il se définit bien en termes de solutions à apporter aux gens. Vous sentez ? Une fois que nos dirigeants se sont mis à la place des salariés, ça a l'air de rien. Mais parce qu'ils se seront mis émotionnellement à la place des salariés, c'était dans le lieu de travail de Robert qui est à l'atelier, ou de Valérie qui est à l'accueil,
et qu'ils auront du coup mis au jour, on va le voir ensemble, une conscience collective de ce à quoi ils ont envie que l'entreprise réponde vis-à-vis de ces personnes, ça va donner des objectifs, des ambitions partagées. Et ça va donner beaucoup de sens au projet d'entreprise. Même chose à l'égard de nos fournisseurs, parce qu'on les adore, nos fournisseurs. Apprendre à construire une collaboration avec eux, il faut se mettre aussi à leur place et attendre, savoir les écouter. Et se mettre à leur place, c'est une très très bonne façon de se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on veut privilégier. Vous sentez le truc? Même chose au niveau des actionnaires et même chose au niveau de l'État. Ça va? Donc ça va donner du focus. Voilà à quoi on aspire en termes d'ambition. Et c'est parce qu'ensemble on est d'accord avec ça que du coup, on va pouvoir descendre dans notre organisation, ce qu'on fera le 3e jour, où là je vous montrerai comment on va accompagner ces managers qui sont ici, on va rassembler, qui vont retrouver ici leur fonction de manager. Ça vous parle toujours? Pour faire quoi et avec vous, puisque c'est vous qui allez accompagner ce type de projet dans les services. Ça, c'est les différents services, hein, qui soient par exemple commercial, qui soient prod, qui soient recherche et développement, qui soient finance et je sais pas quoi, etc. D'accord? Mais ces services ils sont constitués d'équipes. Donc il y a des équipes, parfois c'est 2, 3, 5, 10, 50, 100, 200 personnes. D'accord? Et cette équipe, ce qu'elle a besoin, c'est d'avoir une vision d'où va l'organisation. Et on va voir que notre manager, ici, c'est ce que vous allez faire ici, ce que vous allez apprendre à faire en tant qu'animateur, c'est à donner évidemment de la puissance à notre manager qui lui est porteur du projet commun au sein, ils sont tous porteurs du projet commun au sein, ce sont des managers porteurs de sens, pour reprendre le titre d'un livre d'un de mes confrères qui s'appelle Vincent Lénart. Ils sont porteurs d'un sens, donc on va voir comment donner du sens ici, c'est-à-dire descendre un projet qui a du sens. Ensuite, travailler sur les points forts, on va faire de l'autodiagnostic de performance, je vais vous montrer comment on fait ça dans une équipe, pour faire réémerger la conscience collective de ce qu'on fait bien et qui permet de répondre à ses priorités. Et c'est parce qu'on les a, ces priorités, qu'on peut répondre à ça, sinon c'est compliqué. Et enfin, à partir de là, dans les 3 à 4 semaines, parce qu'on n'ira pas au-delà de ça au début, qu'est-ce qui nous semblerait important d'améliorer? Et c'est la prise en compte de ces priorités qui vont, au terme d'une demi-journée de travail avec les équipes, nous amener ici à définir les actions concrètes à mettre en place. Moins de 3 semaines. Et quand vous avez plusieurs services, ou l'ensemble des services d'une organisation qui décident, pas grand-chose, hein, mais de 7-8 actions prioritaires à mettre en place en termes de développement au sein de leurs différents services, les petits ruisseaux faisant des grosses rivières, eh bien ça va engager ici, évidemment, des évolutions à toutes les échelles de l'entreprise. D'accord? Et cette évolution, pour qu'elle puisse perdurer, on a besoin de 2 choses, c'est de la faire. Pour la perdurer, on a besoin de l'évaluer. Et c'est pour ça qu'on finira par notre dernier pilier, je rappelle, l'évolution. Donc on aura fait de l'organisation, on aura fait de la communication, parce qu'il faut bien se parler pour faire ça, et on aura mis en place des actions. Okay? Au terme d'à peu près 3 semaines, je vous dirai pourquoi plus loin, on va évaluer. Évaluer. Et pourquoi on va évaluer? Parce que évaluer, ça nous permet d'orienter à nouveau. Orienter. Évaluer sur 3-4 points. Donc vous verrez ça mercredi matin. On fera vivre ensemble. Comment vous, en tant qu'animateur, vous allez rassembler de nouveau les différents responsables des services, parfois des membres des équipes, pour une demi-journée de travail en gros, pour revenir sur les points forts, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a décidé qui fonctionne, et on va valider au fond après 3 semaines, voilà ce qu'on avait décidé qui fonctionne, et on va passer tous les services comme ça. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on avait décidé mais qui ne fonctionne pas, et c'est très important d'apprendre aussi à écouter l'ensemble des managers, nous dire, bah voilà, on a décidé ça, mais pour telle et telle raison, ça n'a pas fonctionné. Enfin, à partir de là, qu'est-ce qui nous semblerait important, troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on a mis en place depuis, parce que vous allez voir que quand vous avez fait travailler un groupe une demi-journée sur des modalités d'amélioration, en lien avec les priorités ici, ils vous font ça un vendredi après-midi, mais le lundi, le mardi, le mercredi suivant, ils reviennent avec des nouvelles idées. Donc ça va produire des idées, et on va voir que du coup, le champ numéro 3, ce sera probablement le plus important,
puisque les gens vont vous dire, ben voilà, nous, depuis ce qu'on a encore mis en place. Et c'est là que se révèle véritablement la puissance d'entreprise. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que va se sentir le plus le besoin, parce qu'ils vont se dire, bah, nous, pour aller plus loin maintenant, on a besoin d'être en lien avec les autres services. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par travailler devant notre porte, mais si on veut améliorer la manière de libérer, parce qu'on est commerciaux et qu'on veut améliorer la manière de donner les factures à nos clients, bah, il faut qu'on parle avec le service comptable. Vous avez compris? Et c'est là que la force de la cohésion d'équipe va prendre tout son sens, puisqu'on va se rendre compte que pour aller plus loin, donc on aura vu tout ce qu'on a amélioré, mais pour aller plus loin, on a besoin de collaborer plus. Et c'est pour ça que la dernière étape ici, elle va peut-être se dire, ça va faire partie du processus, que les managers puissent dire, eh ben, on faut, si on avait à continuer à évoluer ensemble, voilà où il nous semblerait le plus pertinent de mettre de l'énergie, du temps ou de l'argent. Et c'est en fait, suite à ce diagnostic opérationnel, que les managers vont vous indiquer ce qu'il faut faire par la suite pour continuer. Alors vous qui êtes des pros, vous savez qu'il y a des grands principes qui vont continuer d'évoluer. Vous savez qu'il va falloir consolider, je vous montrerai ça, ce qu'on appelle l'anneau managérial, la coopération managériale. Vous allez consolider les modalités de terrain, ce qu'on appelle du management basique, c'est qu'est-ce que fait chacun et comment il le fait, et dans quelle conscience on est. Je vous montrerai comment on fait ça. La troisième, c'est qu'on va consolider les priorités pour chacun des départements et faire en sorte que ces priorités soient partagées par l'ensemble des managers. Ensuite, on va développer du management psychologique, apprendre nos managers à écouter davantage nos équipes. Du management pédagogique, apprendre à faire évoluer. C'est vrai que le manager va devenir un manager coach, en fait, pour voir qu'il ne sera plus seulement là pour donner des visions, mais aussi pour faire réfléchir son équipe. Et vous allez accompagner ce processus. Et puis apprendre à le motiver. Et on verra comment un manager va de nouveau être à la fois un pilote, piloter son équipe, il va être un animateur, il va animer son équipe, il va être un motivateur, il va être capable d'écouter son équipe sur ce qui se vit de satisfaisant ou non satisfaisant. Et c'est ce processus-là que vous allez continuer à engager, et souvent pour une période de 6 mois, 18 mois ou plus dans l'entreprise. Et là, vous allez comprendre à quel point le coaching individuel est très important dans une organisation, parce qu'il valorise les potentiels, mais s'il n'est pas replacé dans une dimension collective, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vos managers vont évoluer. Sur quoi vont-ils évoluer? Sur leur système de valeurs, sur leur vision, sur leur envie de faire autrement, etc. Et si l'environnement ne suit pas, ben, qu'est-ce qu'ils font les managers? Ils se désolidarisent, ils font au fond ce que vous avez fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, par une réflexion personnelle, vous avez élevé votre niveau de valeur, vous avez élevé votre niveau de vision, vous avez élevé votre envie de faire autre chose, mais si l'entreprise ne vous accompagne pas, ben, du coup, vous sortez de l'entreprise. Si maintenant vous vous retrouvez dans une organisation qui favorise, qui prend en compte ces choses-là, bah vous donnerez tout pour cette boîte. Parce qu'elle vous permet de grandir sur vos valeurs, elle vous permet de grandir sur vos visions, elle vous permet de grandir sur votre métier, la manière de le faire passer, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je crois beaucoup à la dynamique collective, plus encore que la dynamique individuelle. Non pas qu'on a besoin de la dynamique individuelle, d'ailleurs elle va se replacer dedans, hein, puisque vont s'associer à cette démarche d'accompagnement. Bien sûr, des interventions de type formation, des interventions de type coaching, etc. etc. Voilà. Donc quand vous repartirez, bah, vous aurez joué avec toutes ces étapes-là. Voilà mes amis, c'est la démarche cohésion. Une question, oui. Oui. À quoi on saura que c'est bon, l'entreprise a pris son envol et ils ne vont pas revenir à ce qu'ils étaient avant? Alors, d'abord, ils ne vont jamais revenir à ce qu'ils étaient avant. Oui, Voilà. à baisser la... Et l'évolution ne va jamais s'arrêter en fait. C'est croire l'évolution, elle avance comme ça, d'accord? Mais pas sur tous les plans, d'accord? Mais une évolution, elle est faite de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. Donc il y a des moments où tu vas être là pour leur donner une accélération, ils vont atteindre un certain palier, ils n'auront plus besoin de toi. Et c'est bien. Plus du tout, ou il faut un rappel? Ça dépend des d'un cas. an ou de... Ça dépend complètement des cas, d'accord? Mais à un moment donné, il va falloir leur laisser le temps de s'installer. Alors après, la deuxième étape, c'est aussi l'autonomisation que tu vas mettre en place au sein de l'organisation pour que les managers, c'est l'ambition que nous avons, prennent en charge ce processus. Et après, ils s'intègrent dans l'organisation même de l'entreprise. Mais tu vas voir que plus ils évoluent, plus ils auront besoin, en fait, et ils aspireront au fait que quelqu'un de l'extérieur joue ce rôle de médiateur, en fait, d'animateur. Parce que en étant à l'extérieur, toi, tu développes un métier que tu ne feras jamais aussi bien de l'intérieur. Même si, dans le processus, les managers vont apprendre à prendre en main par eux-mêmes ce processus.
Mais c'est comme quand tu évolues, en général, on croit toujours qu'au début, on a besoin de coaching dans cette zone ici. Mais moi, je m'en rends compte dans ma propre vie professionnelle ou personnelle, plus je me développe, plus je sens que j'ai besoin de gens qui continuent à me faire grandir. C'est ce que j'appelle aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une telle effervescence, on pourrait dire, de groupes collaboratifs, de développement collaboratif. Enfin, il y a plein de modalités aujourd'hui, on appelle les masterminds, des choses comme ça, qui vont être des accélérateurs de développement pour nous garder en permanence dans ces facultés d'apprentissage. Donc, voilà, il y a une entreprise qui évolue, elle continuera à évoluer, y compris avec toi. Ils vont même, à un moment donné, t'attribuer beaucoup de succès qui n'auront rien à voir avec à toi, parce qu'eux, ils auront fait. Alors, c'est vrai que toi, tu auras créé des connexions. Ce que vous allez voir, c'est très intéressant. Vous arrivez le matin avec un feutre, c'est à peu près la seule chose dont vous avez besoin. Et un tableau papier. On peut toujours venir avec votre manette et tout ça, mais l'animation d'un processus de cohésion, ça demande très très peu de matériel. Par contre, ça demande un savoir-faire qui est très très précis. Parce qu'il y a 1000 façons de se planter, peut-être plus. Mais bon, on va apprendre comment on le fait, puis après, avec les expériences que vous allez vivre, puisqu'il y a une entreprise réelle qui va venir, d'accord, c'est pour ça que je disais avec un peu d'humour, je vais vous montrer comment faire, et Lionel va vous montrer après ce qu'il ne faut pas faire. C'est là que le terrain, c'est à ça que ça sert le terrain. Voilà, c'est l'expérience, ça s'appelle l'expérience. Mais voilà, vous allez voir, c'est une super démarche. Ça vous a plu? Rendez-vous à 14h30.